Le MotoGP moderne a des motos de plus de 300 chevaux, des freins en carbone qui fonctionnent à plus de 800 degrés et des pneus qui perdent de l'adhérence pour seulement 3 degrés de température. Et pourtant, les moments les plus absurdes du championnat n'ont pas été créés par la technologie. Ils ont été créés par le cerveau humain, parce qu'il y a des pilotes capables de réagir avant que la moto ne finisse de tomber, capables de sentir une perte d'adhérence alors que l'électronique ne la détecte pas encore, capables d'entrer dans un virage en sachant que mathématiquement, ils ne devraient pas en sortir. Et le plus troublant est ceci. Bien souvent, les ingénieurs ont découvert ce que le pilote avait fait, après avoir vu la télémétrie, pas pendant la course. Après, parce qu'il y a eu des moments où les pilotes ne ressemblaient pas à des athlètes. Ils ressemblaient à des erreurs dans la simulation. Commente, flow, si tu as déjà vu une manœuvre en MotoGP et que tu as pensé « ça, un être humain ne peut pas le faire ». Pour comprendre ce qui s'est passé à Jerez en 2013, il faut d'abord comprendre dans quelle situation Marc Marquez arrivait en MotoGP. Il avait 20 ans. C'était sa première saison dans la catégorie Rennes. Et Honda lui avait donné la RC 213V, une moto qui était à l'époque techniquement la plus avancée du paddock, mais aussi l'une des plus exigeantes physiquement. La Honda de cette ère était agressive au freinage, exigeante dans les changements de direction et avait une délivrance de puissance qui demandait une précision millimétrique. La plupart des rookies arrivaient en MotoGP et passaient les premiers mois à apprendre à survivre. Marquez est arrivé et a commencé à attaquer dès la première course. Et Honda a découvert quelque chose qu'il n'avait pas tout à fait calculé. Marquez entrait dans les virages avec un tel niveau d'agressivité que la RC 213V perdait le train avant que les capteurs de la moto ne puissent prédire l'effondrement. C'est important à comprendre. Les MotoGP modernes embarquent une quantité énorme d'instrumentation. Capteur d'angle d'inclinaison, pression sur le pneu, vitesse angulaire sur chaque axe, accéléromètre, potentiomètre dans la suspension. Toutes ces informations vont à une ECU qui calcule constamment l'état dynamique de la moto et peut intervenir en une fraction de seconde. Ce système était conçu pour anticiper les problèmes et réagir avant que le pilote ne les ressente. Avec Marquez, la séquence s'inversait. Il sentait l'effondrement avant que le système ne le calcule. Le sauvetage le plus célèbre de cette saison, dans le virage 4 de Jerez, en est le parfait exemple. Le ralenti montre quelque chose qui, en temps réel, est presque impossible à traiter. La roue avant part, la moto commence à tomber vers l'intérieur du virage, et au moment exact où la physique dit que la chute est inévitable, Marquez étend sa jambe droite et l'utilise comme un stabilisateur externe. Ce qu'il fait physiquement, c'est redistribuer le moment angulaire du système motopilote. En sortant la jambe, il modifie l'inertie de l'ensemble et donne le temps à la roue avant de retrouver le contact avec l'asphalte. C'est le même principe qu'utilise un funambule lorsqu'il étend les bras pour ne pas tomber, mais exécuté à des vitesses et avec des charges qu'un funambule ne connaîtra jamais. Tout ce processus s'est déroulé en moins d'une demi-seconde. Le temps de réaction visuelle moyen d'un être humain est d'environ 250 millisecondes, et cela, c'est réagir à un stimulus que l'on peut déjà voir clairement. Mais voici la partie qui a vraiment perturbé les ingénieurs lorsqu'ils ont examiné la télémétrie. Marquez n'a pas réagi au glissement quand il était déjà visible ou quand la moto était déjà tombée au-delà du point critique. Il a réagi au moment précédent, lorsque la perte de charge sur le pneu avant commençait à peine. Il a détecté des micro-changements dans la vibration et la réponse du guidon qui signalait que l'effondrement commençait, et il a agi alors qu'il y avait encore une marge pour intervenir. C'est comme sentir qu'une chaise va se casser un instant avant d'entendre le craquement. Cette marge de temps est si petite que dans des conditions normales, le cerveau humain n'a pas le temps de la traiter consciemment. Ce que fait Marquez, selon les analyses ultérieures de plusieurs chercheurs en biomécanique sportive, c'est opérer en mode de traitement proprioceptif
pur. Il ne pense pas la réponse, il l'exécute directement à partir des capteurs de son propre corps, sans passer par la prise de décision consciente. Honda a examiné cette télémétrie plusieurs fois pendant la saison 2013 et ce qu'ils ont trouvé était inconfortable du point de vue du développement. La RC213V était poussée dans des zones d'opération que les ingénieurs n'avaient pas conçues comme des zones de récupération. Lorsque la pression sur l'avant tombait au niveau que Marquez atteignait avant ses sauvetages, le modèle de simulation disait que la moto aurait dû tomber. Le fait qu'elle ne tombe pas n'était pas un mérite de l'électronique ni du châssis. C'était un mérite exclusif du pilote. Et c'est là qu'a commencé un processus qui mettrait des années à montrer toutes ses conséquences. Honda a commencé à développer la RC213V en partant du principe qu'elle disposait de ce niveau de contrôle au freinage. Les ingénieurs ont commencé à calibrer l'électronique, la géométrie et la réponse du châssis pour un pilote capable de récupérer des situations qui se terminent normalement par une chute. Ils ont rendu la moto plus agressive, plus difficile, plus exigeante dans les moments critiques, car Marquez démontrait saison après saison que cette exigence n'était pas un problème pour lui. Entre 2013 et 2019, 6 titres mondiaux semblaient confirmer que la direction était la bonne. Le problème est survenu en 2020, à Jerez, lorsque Marquez s'est fracturé l'humérus du bras droit lors d'une chute qui a eu des conséquences médicales pendant près de 3 ans. Lorsque d'autres pilotes ont dû monter sur la RC213V, développée autour de ses capacités uniques, l'ampleur de l'erreur de planification a été mise en évidence. Paul Espargaro, Stéphane Bradl et par la suite des pilotes de la trempe de Joan Mir et Alex Rins ont souffert avec une moto techniquement impressionnante mais qui exigeait un niveau d'intervention dans les phases critiques de freinage que pratiquement aucun pilote au monde ne pouvait offrir, à l'exception de son créateur involontaire. Les statistiques de 2020 à 2023 sont brutales. Honda est passé de constructeur dominant à lutter régulièrement pour ne pas finir hors des points. Et ce n'était pas parce que le moteur était devenu mauvais ou parce que les ingénieurs avaient perdu leur capacité. C'était parce que la moto avait été optimisée pour un système nerveux qui n'était pas disponible. C'est l'une des leçons les plus étranges de l'ingénierie sportive moderne. Si le meilleur composant de ton véhicule est un pilote spécifique et que tu construis le véhicule en supposant que ce composant sera toujours disponible, le jour où il n'est plus là, il te reste une machine que personne d'autre ne peut utiliser. Honda l'a appris de la manière la plus coûteuse possible. Donington Park, 2005. Et pour comprendre pourquoi cette course reste une référence parmi les ingénieurs de pneus 2 décennies plus tard, il faut comprendre ce qui rendait cette piste unique en conditions de pluie. Donington possède une caractéristique que peu de pistes du calendrier partagent. Ses changements d'élévation sont prononcés et ses longs virages créent des zones où l'eau s'accumule de manière irrégulière. Cela signifie qu'en conditions de pluie, différentes parties du même asphalte ont des quantités d'eau radicalement différentes. Un virage peut avoir l'extérieur relativement sec et l'intérieur complètement humide. Une ligne droite peut avoir une ligne d'eau qui la traverse de part en part à un point spécifique et être complètement sèche 20 mètres plus loin. C'est une piste qui, sous la pluie, se transforme en une mosaïque de conditions d'adhérence qui changent tour après tour à mesure que l'eau continue de se déplacer et que la piste évolue. La plupart des pilotes traitent cette information de la même manière. Ils apprennent les zones dangereuses au premier tour, établissent des points de freinage plus conservateurs et exécutent ces références de manière constante pendant le reste de la course. C'est une stratégie raisonnable qui réduit le risque et permet de terminer la course. Rossi n'a pas fait ça. Ce que les ingénieurs ont découvert en examinant la télémétrie,
c'est que Rossi modifiait ses points de freinage, ses trajectoires et ses angles d'inclinaison virage après virage en fonction de sa lecture de la quantité d'eau sur l'asphalte à chaque instant. Il n'a pas établi de référence fixe au début de la course. Il a établi un système de lecture en temps réel qui lui permettait d'ajuster chaque paramètre de son pilotage en fonction de l'état du sol à cet instant précis. Cela exige une capacité cognitive qui va bien au-delà de la mémorisation du circuit que tous les pilotes font. Mémoriser Donington sur le sec est un exercice de répétition. Faire des centaines de tours jusqu'à ce que le cerveau exécute les gestes automatiquement. Mais lire Donington sous une pluie variable en temps réel signifie abandonner cet automatisme et recalculer constamment. C'est la différence entre jouer un morceau de musique répété de mémoire et jouer du jazz d'improvisation. Les deux demandent de l'habileté, mais activent des parties complètement différentes du cerveau. L'un des ajustements les plus révélateurs que les ingénieurs ont trouvé était au freinage. Rossi avait commencé à freiner avec la moto plus droite, réduisant délibérément l'angle d'inclinaison au moment de l'application maximale du frein. Cela semble contre-intuitif car sur le sec, freiner alors que la moto commence déjà à s'incliner vers le virage est une technique habituelle qui permet de prendre plus de vitesse à l'entrée. Mais sous la pluie, cette technique combine deux sollicitations sur le pneu avant simultanément, la charge de freinage qui pousse vers le bas et la charge latérale de l'inclinaison qui pousse sur le côté. Lorsque le pneu est mouillé et que sa température est basse, cette combinaison peut provoquer un effondrement soudain et sans avertissement de l'adhérence. Freiner plus droit élimine la composante latérale, réduit la sollicitation totale sur le pneu avant et lui donne plus de marge avant l'effondrement. Le coup est qu'il faut commencer à freiner un peu plus tôt et entrer dans le virage avec moins de vitesse. Le bénéfice est que le pneu répond de manière prévisible et que la moto peut accélérer plus tôt et avec plus de confiance. La plupart des pilotes dans cette course continuaient à freiner avec des trajectoires similaires à celles des conditions sèches, ajustant seulement l'intensité du freinage. Rossi a ajusté la géométrie de tout le geste. La neuroscience sportive a une façon de décrire ce que Rossi faisait à Donington, un traitement adaptatif à haute fréquence. C'est un état dans lequel le cerveau cesse d'exécuter des schémas moteurs automatiques et passe à un recalcul en temps réel en utilisant des informations sensorielles directes. Cet état consomme d'énormes ressources cognitives et est difficile à maintenir pendant de longues périodes car il fatigue très rapidement le système d'attention. La plupart des athlètes peuvent le maintenir lors de sprints courts ou de moments de concentration maximale, mais pendant 45 minutes de course complète, c'est extraordinairement rare. Les données de Donington ont montré que Rossi a maintenu ce niveau de traitement adaptatif pendant pratiquement toute la course, pas seulement dans les moments les plus difficiles. Ses temps autour étaient constamment rapides, ses erreurs étaient minimes et la variation entre les tours était bien inférieure à ce à quoi on pourrait s'attendre étant donné le niveau d'incertitude des conditions. Il ne réagissait pas simplement bien aux problèmes, il anticipait les conditions et s'adaptait avant que le problème n'arrive. Il y a un autre élément de cette course qui n'est presque jamais mentionné, la gestion des pneus. Les Michelin Pluie de 2005 avaient une carcasse plus rigide que les actuelles et une fenêtre de température de fonctionnement plus étroite. Sous la pluie, maintenir cette température était un défi constant car l'eau qui frappe le pneu le refroidit en permanence. Un pneu trop froid à cette époque pouvait perdre son adhérence de manière catastrophique et pratiquement sans avertissement. Rossi contrôlait activement la température de ses pneus en ajustant quand il chargeait et quand il relâchait la pression sur chaque axe, variant son style de pilotage tour après tour selon qu'il avait besoin de chauffer davantage l'avant ou l'arrière. Les ingénieurs de Michelin, lorsqu'ils ont examiné les données de température des pneus de Donington, ont constaté que les pneus de Rossi avaient fonctionné dans leur fenêtre optimale, de manière plus constante que ceux de tout autre pilote sur la grille, même que les pilotes qui avaient réalisé de meilleurs temps partiels dans un secteur donné. Ce n'est pas que Rossi était le seul pilote rapide ce jour-là, c'est qu'il était le seul pilote qui, tout en étant rapide,
prenait soin du pneu, lisait les conditions en temps réel et ajustait chaque paramètre de son pilotage tour après tour. C'est ce qui le distinguait. Ce n'était pas une compétence spécifique, c'était la capacité de faire toutes ces choses simultanément sans qu'aucune d'elles ne souffre à cause des autres. Question sérieuse. Le talent le plus rare en MotoGP est-il de freiner tard ou de comprendre l'adhérence avant les autres? Parce que c'est là que Rossi était monstrueux. Pour comprendre ce que Casey Stoner a fait avec la Desmosedici entre 2007 et 2010, il faut d'abord comprendre quel était l'état réel de Ducati durant ces années et quel type de moto ils avaient construit. La philosophie de Ducati a toujours été différente de celle des constructeurs japonais. Honda et Yamaha construisaient des motos avec des moteurs relativement doux et progressifs, conçus pour travailler en harmonie avec le pilote et offrir un retour d'information constant. L'idée était que le pilote puisse réguler la délivrance de puissance de manière fine, sentant à tout moment quelle marge il lui restait. Ducati faisait le contraire. Il construisait des moteurs avec une délivrance extrêmement violente dans la plage de fonctionnement, priorisant la puissance maximale sur la progressivité. La Desmosedici GP7 et GP8 avaient un moteur en L à 90 degrés qui générait une combinaison de couple et de puissance qui était à l'époque supérieure à pratiquement n'importe quel rival, mais qui était délivré de manière si abrupte que la plupart des pilotes décrivaient l'accélération comme un coup de poing dans le dos. Le problème structurel de cette moto était qu'avec une délivrance de puissance si agressive, le châssis ne trouvait jamais l'équilibre. La répartition des poids était compliquée, le centre de gravité était dans une position qui favorisait la ligne droite mais pas le virage, et le pneu arrière recevait une sollicitation si violente qu'il était presque impossible de le maintenir dans sa fenêtre de fonctionnement optimale pendant toute la course. D'autres pilotes de haut niveau, y compris Loris Capirossi, qui était un pilote expérimenté et talentueux, avaient obtenu des résultats raisonnables avec des versions antérieures de la Desmosedici, mais personne n'avait été capable de rendre la moto constamment gagnante. Stoner est arrivé chez Ducati en 2007 à 21 ans, et sans le poids de l'expérience préalable avec la moto. Et ce qu'il a fait était exactement le contraire de ce que tous les autres essayaient, alors que les autres pilotes qui avaient essayé la Ducati tentaient de réduire le glissement du pneu arrière, de contrôler l'agressivité du moteur, d'adoucir les transitions pour que la moto se comporte de manière plus similaire à une japonaise. Stoner est arrivé à une conclusion différente. Que tenter de dompter cette moto était le problème, que la Desmosedici ne voulait pas être conduite de manière ordonnée. Elle voulait être conduite de manière violente, mais contrôlée. La technique qu'il a développée a été d'utiliser activement le glissement arrière comme mécanisme de rotation. Au lieu d'appliquer les gaz de manière progressive en sortie de virage pour éviter que l'arrière ne parte, Stoner appliquait les gaz plus tôt et de manière plus agressive, provoquant un glissement contrôlé qui faisait pivoter l'arrière de la moto vers l'extérieur du virage. Ce faisant, l'axe avant décrivait un arc plus fermé, raccourcissant effectivement le rayon de braquage de la moto. C'était utiliser l'arrière comme point de pivot, de la même manière qu'une voiture de rallye utilise le frein à main dans un virage serré. Tu bloques ou tu fais glisser délibérément l'axe arrière pour que la moto tourne plus vite qu'elle ne le ferait en suivant une trajectoire conventionnelle. Le problème avec cette technique est qu'elle opère dans une marge extrêmement petite. Le pneu arrière en glissement contrôlé est dans un état que les ingénieurs de pneus appellent au bord de l'ellipse de friction. La combinaison de charge latérale et de charge d'accélération que le pneu supporte est proche de la limite maximale de ce qu'il peut offrir sans s'effondrer. Quelques degrés de plus de température du pneu et cette limite se déplace de manière imprévisible. Une petite variation dans la quantité de gaz appliqué et le glissement contrôlé se transforme en un patinage incontrôlé. La différence entre la technique fonctionnant parfaitement et le pilote tombant était dans de nombreux cas une question de dixièmes de seconde dans l'application des gaz.
Les ingénieurs de Bridgestone, qui était le fournisseur de pneus de Ducati à cette époque, ont analysé les données de température et de charge des pneus de Stoner et ont trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leur modèle de simulation. Stoner maintenait le pneu arrière au bord de la limite d'adhérence pendant des intervalles de temps beaucoup plus longs que tout autre pilote qu'ils avaient instrumenté. La plupart des pilotes entraient dans cette zone limite pendant des fractions de secondes lors des phases d'accélération les plus agressives. Stoner y restait pendant plusieurs secondes d'affilée, tour après tour, gérant les micro-glissements avant qu'ils ne s'amplifient pour devenir une perte de contrôle. La simulation du comportement des pneus disait que cela ne devrait pas être possible, qu'avec cette combinaison de charge latérale, de température et d'accélération, le pneu aurait dû s'effondrer. Le modèle supposait qu'une fois un certain seuil de glissement dépassé, le retour d'information au pilote était insuffisant pour corriger la situation avant qu'elle ne devienne irréversible. Stoner démontrait systématiquement que ce seuil pouvait être maintenu de manière stable si le retour proprioceptif du pilote était suffisamment rapide et précis. Le résultat fut le championnat de 2007, où Stoner gagna avec une différence qui, à l'époque, surprit toute la catégorie. Et voici l'erreur historique que Ducati a commise. Au lieu de reconnaître qu'ils avaient un pilote extraordinaire qui compensait les limitations de la moto avec une technique unique et irremplaçable, Ducati est arrivé à la conclusion que la philosophie de développement était correcte et que la moto était réellement bonne. Cela a des conséquences. Si la moto est bonne, nous continuons à développer dans cette direction. Si la moto est bonne parce que le pilote est irremplaçable, le problème est que tu construis un projet qui ne fonctionne qu'avec une pièce que tu ne peux pas reproduire. Quand Stoner est parti chez Honda en 2011 et que Valentino Rossi est arrivé chez Ducati, l'ampleur du problème a été exposée d'un coup. Rossi, qui était à ce moment-là probablement le pilote le plus complet de l'histoire du MotoGP, ne pouvait pas tirer les performances attendues de la Desmosedici. Les raisons étaient multiples et techniques, mais une partie importante était que le style de Rossi, plus basé sur la finesse et la communication constante avec le pneu avant, était presque incompatible avec une moto qui avait été développée pour être conduite avec l'arrière qui glisse. Rossi avait besoin de sentir l'avant. La Ducati de ces années-là était fondamentalement une moto conçue pour ne pas avoir besoin que tu sentes l'avant, car l'arrière faisait le travail de rotation. La crise de Ducati entre 2011 et 2013 fut, au fond, la crise d'une entreprise qui avait confondu un pilote extraordinaire avec un bon produit. Et cette confusion leur a coûté des années de développement perdu et l'embauche de Dall'Igna, qui a dû repenser depuis la base la philosophie de la moto. La Ducati dominante d'aujourd'hui, celle qui gagne des championnats avec Bagnaia et qui est construite sur la stabilité, la communication et la polyvalence, existe précisément parce que la Ducati de Stoner a démontré que tu ne pouvais pas construire un projet compétitif en partant du principe que tu aurais toujours le meilleur pilote du monde faisant l'impossible pour toi. Jorge Lorenzo a toujours été un pilote que le paddock définissait avec des mots comme précis, clinique, froid. Quelqu'un qui obtenait ses performances non pas par l'agressivité ou l'improvisation, mais par la répétition parfaite de gestes optimisés au millimètre près. Son style de pilotage était le plus proche de toute sa génération de l'exécution d'une simulation. Trajectoire parfaite, freinage calculé avec exactitude, sortie de virage toujours au même point. C'était, en un certain sens, le pilote qui ressemblait le plus à ce que les ingénieurs conçoivent lorsqu'ils construisent un modèle de comportement idéal. C'est pourquoi Assen 2016 est si étrange quand on l'analyse en détail. Lorenzo est arrivé à ce Grand Prix des Pays-Bas avec une fracture du scaphoïde du poignet gauche. Le scaphoïde est l'un des 8 os du carpe
le groupe d'os qui forme le poignet, et il possède une caractéristique qui le rend particulièrement compliqué du point de vue médical. Son irrigation sanguine est déficiente, ce qui signifie que les fractures cicatrisent mal et sont sujettes à des complications si l'os ne reçoit pas de repos. Pour un pilote de moto, c'est l'un des pires os possibles à fracturer car le poignet est en charge constante, surtout au freinage. Lorsqu'un pilote de MotoGP freine, la décélération peut atteindre des valeurs proches de 1,4 ou 1,5 fois la force de la gravité. Pour que cela ait un sens en termes physiques, c'est comme si soudainement votre poids était multiplié par 1,5 pendant les secondes que dure le freinage. Toute cette force qui décélère le corps du pilote passe par ses bras vers le guidon. Et dans ce transfert de charge, les poignets agissent comme un élément de transmission. Avec une fracture du scaphoïde, chaque freinage est une compression directe sur l'os cassé. Et Hassen n'est pas précisément un circuit doux avec le freinage. Il a des zones où la décélération est brutale. Le freinage pour la chicane lente, l'entrée du virage Ramshoek, les changements de direction enchaînés qui chargent l'essieu avant de manière répétée et sans pause. C'est un circuit qui exige du pilote de travailler constamment avec le guidon, d'ajuster la pression, de contrôler le transfert de charge. Avec un poignet sain, c'est exigeant. Avec un poignet fracturé, il devrait être impossible de concourir au rythme de tête de la course. Lorenzo a gagné. Mais ce qui est vraiment révélateur se trouve dans la télémétrie. Les ingénieurs de Yamaha, en examinant les données de cette course, ont constaté que la pression de freinage appliquée par Lorenzo, le rythme des tours et le profil de charge sur l'essieu avant étaient pratiquement identiques à ceux des courses précédentes où Lorenzo était en parfaite santé. Il n'y avait aucune compensation visible. Il n'y avait pas de point de freinage plus court pour protéger le poignet, pas de trajectoire modifiée pour réduire la charge latérale, pas de variation de rythme qui suggérerait que le pilote gérait activement la douleur. Cela signifie que Lorenzo supprimait efficacement les signaux de douleur pendant 40 minutes de course. Ce n'est pas qu'il supportait la douleur avec détermination, c'est que son système nerveux central avait réorganisé ses priorités de telle sorte que le signal de douleur était relégué en dessous du niveau d'attention consciente pendant l'exécution des gestes de pilotage. Cela porte un nom en neurosciences. On l'appelle l'analgésie induite par le stress compétitif. Et cela se produit lorsque le corps libère des quantités élevées de catécholamines, principalement l'adrénaline et la noradrénaline, ainsi que des peptides opioïdes endogènes qui agissent sur les mêmes récepteurs que la morphine. Dans des situations d'activation compétitive maximale, le cerveau peut littéralement bloquer partiellement la perception de la douleur en priorisant les ressources cognitives vers la tâche motrice qu'il exécute. Des cas similaires ont été documentés dans les sports de combat, l'athlétisme d'endurance extrême et dans des situations d'urgence où des personnes gravement blessées continuent de fonctionner jusqu'à ce que la menace immédiate disparaisse. Mais il y a une différence importante entre supporter la douleur et ce que Lorenzo a fait. Il n'a pas seulement supporté, mais il a maintenu son niveau de performance de référence. La plupart des études sur la performance sous la douleur montrent une dégradation progressive de la précision motrice, même lorsque la douleur est partiellement supprimée, car les ressources cognitives dédiées à la suppression du signal de douleur sont soustraites de celles qui peuvent être consacrées à la tâche principale. Lorenzo semble avoir opéré sans cette dégradation, du moins pas de manière détectable dans la télémétrie. Les derniers tours de cette course à Assen ont eu de la pluie partielle, ce qui ajoute une couche supplémentaire d'exigence pour le pilote. Conditions variables, adhérence imprévisible, nécessité d'ajuster les références de freinage en cours de route. Et Lorenzo a continué à freiner dans ses paramètres normaux, gérant la pluie comme il l'aurait fait n'importe quel autre jour, avec son poignet fracturé en voyant des signaux que son cerveau refusait de traiter comme prioritaires. Ce n'est pas de la bravoure au sens classique d'ignorer la peur. C'est quelque chose de plus spécifique et de plus étrange. La capacité de hiérarchiser les signaux de son propre corps pendant le temps exact que dure la compétition et de retrouver la perception normale de la douleur au moment où le drapeau à damier tombe.
Plusieurs pilotes ont décrit des expériences similaires, des courses où ils ne sentaient plus certaines parties de leur corps, où des blessures débilitantes hors de la moto disparaissaient pendant les 40 minutes de course et revenaient avec toute leur force dès qu'ils descendaient de la moto dans le box. Lorenzo a parlé de cette course dans plusieurs interviews ultérieures et quelque chose qu'il a dit est particulièrement éclairant. Il a décrit que pendant la course, il ne pensait pas à son poignet. Non pas parce qu'il n'avait pas mal, mais parce que son attention était si complètement occupée par les gestes de pilotage qu'il ne restait plus d'espace cognitif disponible pour enregistrer la douleur comme information pertinente. La course terminée, il est descendu de la moto et la douleur est revenue immédiatement avec toute son intensité. Ce mécanisme, ce niveau de contrôle sur sa propre perception sensorielle est peut-être plus extraordinaire que n'importe quel sauvetage spectaculaire ou n'importe quel rythme de tour impossible. Parce que cela ne requiert pas seulement une habileté physique. Cela requiert une architecture mentale que la plupart des êtres humains n'ont tout simplement pas. Sachsenring 2021 fut la première victoire de Marquez après presque 2 ans sans gagner de course. Mais vue de l'extérieur, la narration de la remontée émotive obscurcit ce qui s'est réellement passé en piste du point de vue technique, ce qui est considérablement plus intéressant. Pour comprendre le défi de dépasser au Sachsenring, il faut connaître le tracé. C'est un circuit court, d'à peine 3,6 km, avec une proportion de virages par rapport aux lignes droites qui le rend exceptionnellement dense techniquement. Il a 11 virages et seulement 2 zones d'accélération longue où la différence de vitesse entre les motos peut générer des opportunités de dépassement conventionnelles. Le reste du circuit est une succession de virages enchaînés où l'espace pour préparer un freinage agressif est minimal et où sortir de la ligne pour se positionner à l'intérieur d'un virage compromet immédiatement votre position pour le virage suivant. C'est le type de circuit où les pilotes avec des motos supérieures restent souvent bloqués derrière des rivaux plus lents pendant des tours entiers, car il n'y a pas d'endroit où forcer une opportunité sans prendre un risque disproportionné. Marquez a trouvé des opportunités là où les données disaient qu'elles n'existaient pas. Ce qu'il a fait lors de plusieurs des dépassements les plus significatifs de cette course a été de freiner dans des conditions qui combinaient 2 sollicitations que les pilotes évitent normalement de combiner. Une charge de freinage maximale et une moto encore avec un angle d'inclinaison significatif. Cette technique, que certains ingénieurs appellent freinage asymétrique en virage, permet d'apporter plus de vitesse au point de freinage et de raccourcir la distance de freinage. Mais elle a un prix. La roue avant supporte simultanément la charge verticale de la décélération et la charge latérale de l'inclinaison. Cette combinaison peut faire que le pneu avant s'effondre soudainement et sans beaucoup d'avertissement préalable, ce que les pilotes appellent un low side. La roue avant part, la moto tombe vers l'intérieur du virage et le pilote part avec elle. La raison pour laquelle la plupart des pilotes évitent cette situation n'est pas qu'ils ne la voient pas comme une opportunité, c'est qu'ils n'ont pas assez de confiance pour savoir quand le pneu avant est sur le point de s'effondrer sous cette combinaison de charges. Si vous ne sentez pas clairement où se trouve la limite, il est rationnel de vous en tenir éloigné. Marquez possède une caractéristique que les ingénieurs de Honda tentent de comprendre depuis des années et que les physiologistes du sport ont essayé de mesurer avec des résultats partiels. Une tolérance extraordinaire au mouvement du train avant sans réagir de manière réflexe. Lorsque la roue avant commence à bouger sous une combinaison de charges extrêmes, la réaction instinctive de pratiquement tout pilote est de couper l'accélérateur et de soulager la pression sur l'avant. C'est un réflexe d'autoprotection que le système nerveux exécute avant que le cerveau conscient ne traite la situation. Chez la plupart des pilotes, ce réflexe s'active avec des mouvements de l'avant qui sont encore loin de l'effondrement réel. Marquez semble avoir ce réflexe calibré différemment.
Son seuil de réaction instinctive face au mouvement de l'avant est plus élevé, ce qui lui permet de continuer à charger la roue plus longtemps avant que son système nerveux ne décide que la situation est dangereuse. Cela lui donne une marge de temps supplémentaire pendant laquelle il peut exploiter l'adhérence résiduelle du pneu et transformer ce qui, pour un autre pilote, serait le début d'une chute en le point de freinage maximal avant de récupérer. La conséquence directe est qu'il peut freiner tard dans des situations où l'inclinaison de la moto est déjà significative. Et cela au Sachsenring, où les opportunités de dépassement sont rares et petites, a suffi à créer des opportunités qu'aucun autre pilote sur la grille n'aurait tenté. Mais il y a un coup que Marquez lui-même a reconnu dans différents contextes. Lorsque vous jouez constamment près du point où le pneu cesse de fonctionner, les chutes, lorsqu'elles se produisent, sont brutales. Vous n'avez pas de marge de sécurité. La même caractéristique qui vous permet de créer des dépassements impossibles vous prive de la zone d'amortissement que la plupart des pilotes maintiennent par sécurité. Les chutes de Marquez tout au long de sa carrière ont eu tendance à être particulièrement violentes, précisément parce que lorsqu'elles se produisent, il n'y a plus rien pour amortir le processus. Ce qui a rendu le Sachsenring 2021 particulièrement intéressant pour ceux qui suivent l'évolution de Marquez en tant que pilote, c'est qu'il n'était pas le même Marquez qu'en 2019. Après les blessures et les mois passés hors de la moto, il y a eu une période d'adaptation où le Marquez qui est revenu aux courses était visiblement et clairement différent de celui qui avait dominé entre 2013 et 2019. Moins explosif, plus prudent à certains moments, avec une relation différente avec la limite. Ce qu'il a trouvé au Sachsenring était différent de simplement récupérer ce qui était avant. Il sélectionnait les moments de risque avec plus de discernement. Il n'essayait pas la limite à chaque virage. Il attendait les situations spécifiques où le risque était asymétrique, où le potentiel de gain était maximal et le coût d'une erreur était moindre. C'était un pilotage plus stratégique, où l'agressivité n'avait pas disparu mais avait trouvé un canal plus sélectif. Cette évolution est peut-être plus intéressante du point de vue sportif que les prouesses physiques de ses meilleures années, parce qu'elle montre que le processus de devenir un meilleur pilote ne va pas toujours dans la direction de plus d'agressivité ou de plus de limites. Parfois, il va dans la direction d'apprendre quand la limite en vaut la peine et quand elle ne le vaut pas. La plupart croient que le MotoGP est une question de moto rapide. Non, le MotoGP est une question de cerveaux humains essayant de traiter plus d'informations que le corps ne devrait en supporter, parce que ces pilotes ne réagissent pas seulement vite, ils anticipent les pertes d'adhérence, ils ressentent des changements microscopiques dans la vibration du pneu, ils mémorisent le comportement dynamique de circuits entiers avec une précision que les modèles computationnels ne répliquent pas encore complètement. Et ils prennent des décisions en dixièmes de seconde, tandis que le corps supporte des forces qui désorienteraient une personne normale. Et le plus inconfortable pour l'ingénierie est que souvent, les pilotes eux-mêmes ne comprennent pas complètement comment ils le font. Les descriptions qu'ils donnent en interview sont des sensations, des intuitions, des lectures. Ce ne sont pas des processus qui peuvent être codifiés et transmis. Ce sont le résultat de milliers d'heures d'exposition à des situations extrêmes qui calibrent le système nerveux de manière que la science tente encore de mesurer. C'est pourquoi le MotoGP a tant changé ces dernières années. Les usines utilisent des simulations prédictives, l'intelligence artificielle, des modèles thermiques et une télémétrie avancée pour essayer de comprendre des choses que certains pilotes ressentent simplement. Et l'ironie est que plus l'instrumentation devient précise, plus ce qui ne peut pas encore être mesuré se révèle clairement. La marge entre un bon pilote et un pilote qui redéfinit la limite n'est pas dans les données. Elle est dans les décisions qu'ils prennent dans l'espace entre les données. Des pilotes comme Rossi, Stoner, Lorenzo et Marquez ont fait quelque chose d'inconfortable pour l'ingénierie pendant des années. Ils ont démontré que la limite réelle du MotoGP n'est pas toujours décidée par la physique. Parfois, elle est décidée par le système nerveux du pilote. Et c'est ce qui sépare le fan occasionnel de celui qui comprend vraiment ce sport. La plupart voient des dépassements. Ceux qui aiment vraiment le MotoGP voient des micro-corrections, des transferts de poids, la température des pneus et des cerveaux prenant des décisions impossibles à 300
km/h. Maintenant, la question importante, quel a été le moment le plus inhumain que vous ayez vu en MotoGP et lequel, selon vous, aucun pilote actuel ne pourrait répéter?